Et oui, bonjour la communauté de coups critiques. On se retrouve aujourd'hui pour une rencontre bien particulière parce que au moment où nous enregistrons cette vidéo, chez moi, il est plutôt très tôt, mais chez le collègue avec qui je m'échange présentement, eh bien, il est plutôt très tard parce que je suis en compagnie de Guillaume Meisterman qui vient nous parler en fait de la campagne de sociofinancement pour la version francophone du jeu de rôle. Et là, Guillaume, reprends-moi si je le dis mal. Zweiender. Ouais, c'est pas mal du tout. Pas mal du Bravo, tout. Pierre-Philippe. Merci, merci, Euh, c'est gentil. Ça va bien, je te Guillaume? remercie, hein. Ça va Oui, très bien. Je te oui. remercie vraiment de m'inviter à faire cette vidéo avec toi, hein. Ben Et puis, oui, ça fait toujours plaisir de se voir en vrai, malgré ben la oui. distance. C'est Ben vraiment oui, chouette. parce que pour les gens qui ne le savent pas, eh bien, Guillaume et moi, on échange depuis vraiment un certain temps quand même. Là, Eh ça va oui. faire plus que 2 ans, je crois. Et je pense que c'est une des premières fois qu'on se parle en personne. Eh bien, c'est une occasion en or parce que un jeu de rôle est traduit ou, dans le fond, est en campagne de sous-financement présentement ou très prochainement, tout dépendant quand est-ce que vous Mm, écoutez mm. cette vidéo. Un jeu de rôle qui est traduit par la boîte Aquileos, qui s'est déjà occupé en fait de la traduction de DCC, Dungeon Crawl Classic, que vous connaissez très bien parce que j'adore ça et j'en parle absolument tout le temps. Si vous écoutez ces vidéos-là, vous devez un peu le savoir. Et Guillaume, en fait, fait partie de l'équipe de traduction du jeu de rôle. Il a aussi participé à l'équipe de traduction de DCC et il fait maintenant partie de l'équipe pour Svinder. Et il vient en fait aujourd'hui nous parler un peu de qu'est-ce que ça consiste, de quoi est-ce que ça parle, de quoi est-ce que ça tourne, un peu de la gamme, la boîte qui s'occupe de la traduction. J'avais déjà parlé un peu de Svinder dans une vidéo critique que j'ai faite il y a de cela, je pense un peu plus qu'un an, mais je Ouais, trouve c'est ça ça. très important de se relancer, de replonger en fait dans l'aventure. Surtout, on n'est pas, je ne peux pas être mieux accompagné que par Guillaume pour me parler de ce jeu-là et de me le présenter comme il se doit parce que, eh bien, il y a beaucoup de choses à dire. C'est un fichu de gros volume. Et on va Oui. vraiment prendre le temps de décortiquer le tout pour afin de vous encourager à aller voir cette campagne de source-financement parce que je pense que ça vaut, moi aussi, vraiment la peine de s'y pencher. Fait avant toute chose, Guillaume, tu Oui. es, parle-moi un peu de toi. En fait, tu es freelance, tu fais de la traduction. Dis-moi un Oui, peu oui, plus. oui. Oui, oui. Alors, c'est pas mon métier principal, mais Mhm. ça le deviendra peut-être au fil des années. Oui, j'ai participé à la traduction et à la relecture de DCC. Mhm. J'ai traduit une partie du livre de base en compagnie d'Emmanuel Bouteille, à l'éditeur, et de Sandy Julien. Et après, en gros, je poursuis la relecture de tous les modules qui sortent pour m'assurer que bah voilà, l'harmonie, qu'il y ait une harmonisation en fait, de toutes les terminologies, qu'il y ait une certaine cohérence de gamme. OK. Voilà. Euh, du coup, ça fait quoi, 2 ans aussi, hein, que je suis dessus. Sur Et du Svinder, coup, non, 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 sur DCC, hein, sur DCC, oui. ouais, Ben, en fait, ouais. Et puis ça va continuer. Ça oui, continue. ça Tout à continue. fait. Ben oui, parce qu'il y a d'autres modules qui Il y a vont de belles sortir. choses qui approchent. Ouais, ouais, Ouais. tout à fait. Puis on dirait que c'est dans on dirait que c'est dans tes habitudes. On parle de DCC, on parle de Svinder, on dirait que tu ne te, ouais, comment je peux dire ça, tu ne te penches que sur des gigantesques bouquins, ma foi. Ouais, Ouais, oui, oui, ouais, oui, c'est vrai. Après, ouais. après Spyender, peut-être que je me calmerai un peu parce que ça, c'est vraiment un sacré pavé. Surtout qu'il y a 2 volumes en fait, hein, qu'on va proposer. Ouais, ouais, C'est pas rien. Tu sais, ouais. le volume de base, hein, c'est un pavé Ah oui, c'est bien épais comme monstrueux, là. ça, donc Ouais, c'est pas mal quand même, hein. ouais. 670 pages à peu près. Ben justement, tu sais, sans plus attendre, on saute directement Hum, dans le sujet. Merci. Veux-tu me parler un peu de la gamme? D'où provient ce Svinder? C'est quoi l'origine? C'est quoi un peu de quoi ça tourne, de Hum. quoi ça parle? Bah, en fait, à la base, c'est le jeu d'un fan, en fait, d'un gars qui a fait sa petite homebrew, en fait. Mhm. Il jouait à Warhammer, etc., comme beaucoup de gens. Et sur le forum Strike Houston, il a commencé à proposer son propre système. Donc évidemment, il y a une forte inspiration Warhammer à la base, mais au fil du temps, de ce qu'il a travaillé, proposé, etc., c'est devenu un système vraiment à part. Euh, si on voulait continuer la comparaison avec Warhammer, on pourrait dire que ça reprend un peu l'esprit old school de la première édition et des règles un peu plus travaillées de la deuxième. OK. Après, avec plein de spécificités vraiment qui rendent le jeu assez unique, mais ça, j'en parlerai après. Et donc voilà, hein, le jeu a été testé, retesté, peaufiné pendant des années, et puis il est sorti en sociofinancement, pareil, comme nous, et gros succès. Et d'ailleurs, je crois que c'est en 2018,
Ils ont eu l'Ennie de meilleur jeu et produit de l'année Ben, quand même. pour la sortie du livre de base, quoi. Et voilà, donc c'est un livre, bon, il est énorme, mais la raison est que c'est un livre tout en un, en fait. Il y a tout ce qu'il faut pour jouer. Tu n'as pas besoin de bestiaire, de livre de magie, tu as tout et, toute la base, plus des outils pour développer ça, développer des campagnes sur des années. En fait. C'est vraiment très réfléchi. OK. Après, quelques années après, ils ont sorti un supplément, en fait. C'est pas une gamme à rallonge, mais un supplément qui est très beau. Ouais, j'adore la couverture. Main Franchement, gauche, c'est ça? c'est main gauche. Ouais. Ouais, La c'est ça. La couverture couverture, est vraiment belle. Ouais. je la trouve démentielle. Donc en plus, c'est marrant parce que Zweihander, voilà, main gauche, on passe dans les armes. C'est marrant. OK. Et du coup, ce bouquin propose quelques règles supplémentaires, des professions supplémentaires, une magie encore plus corruptrice. Enfin, c'est un ajout. Alors, c'est pas, comment dire, on n'en a pas besoin pour jouer du tout, parce que c'est vraiment Mhm. du plus. Mais par contre, ce qu'il y a dedans, c'est vraiment super intéressant. Voilà. OK. Donc, voilà, ils ont sorti ça. Et en gros, là, pour l'instant, pour Twilinder même, il n'y a que ça qui est paru. Ils ont fait un financement pour sortir un starter kit Oui, qui n'est pas fini encore, oui. mais qui en gros reprend les bases, hein, et avec quelques petits ajouts, des trucs sympas, des règles un peu simplifiées pour justement débuter le jeu. Et puis après, il y a d'autres jeux. Et à partir des règles de Twilinder, ils ont sorti Flames of Freedom, Oui. qui est aussi un gros bouquin, là, qui est magnifique, très intéressant. Donc, c'est un peu une sorte de colonial gothique. C'est la colonisation de l'Amérique Oui. et tout ce qui va avec. Donc, c'est assez sombre, c'est assez sympa. Dans le fond, ça serait comme un jeu qui serait, lui, on dirait, propulsé par Svinder au final. Ouais, c'est ça. OK. C'est ça. C'est ça. Ça prend complètement les règles. Et d'ailleurs, c'est complètement compatible. Parce que voilà, il y a un système de profession, de magie qui est pas. Qui peut être totalement intégré à Cylinder. Et d'ailleurs, Cylinder, dans le livre de base, il propose un setting qui est proche de Flames of Freedom. Donc c'est vraiment pensé pour. Quoi. OK. Puis Puis, après, il y a eu Blackbird aussi, oui, oui, c'est vrai qu'il qui est s'en un autre vient. standalone, Ouais. un peu plus éloigné de Cylinder, peut-être parce qu'il y a quelques règles, un fonctionnement un peu différent au niveau de la progression des personnages, mais pareil, hein, complètement compatible, utilisant les mêmes règles, et plus proche de l'esprit Berserk, Ouais, avec un un peu visuel, plus encore une fois, violent. complètement fou. Là. Ça Complètement n'a fou. aucun sens comment c'est beau. Comment c'est beau. Ouais, J'en ai ouais, parlé dans ma ouais. vidéo sur le Gengun. Là. C'est complètement hallucinant. Mais justement, là, tu me parles de présentation de la gamme un peu. C'est créé par un fan, justement, de Warhammer et tout ça. Mais Mm. justement, inspiration et thème, tu penses que ça serait quoi un peu? Parce que pour les gens qui ne connaissent pas vraiment Warhammer, hein, mettons. Ouais, bah alors du coup, c'est complètement, c'est ce qu'on appelle du dark fantasy, du low fantasy en fait. Donc c'est sombre, il y a des choix moraux difficiles à faire, des histoires de corruption, il y a une base assez réaliste en fait, enfin, qui se veut réaliste dans le ressenti. Si tu vois ce que je veux dire, c'est que dans le jeu, voilà, tu vas manier des Zweihander, tu n'as pas une épée à deux mains, hein, c'est toutes les terminologies, ce que tu vas faire, ce que tu vas utiliser, c'est très proche. Il y a une grosse recherche historique, en fait, ça a été assez marrant à traduire d'ailleurs, euh, qui a alimenté Swyander pour qu'il soit le plus, comment dire, organique possible. Quoi. OK. Donc, et c'est vraiment organique. Hein. Du coup, niveau littérature, il y a plein, voilà, on peut se référer à The Witcher, hein, évidemment, au vieux royaume de Jaworski. Je trouve que ce serait parfait dans Twilight, en fait, hein, par exemple. La compagnie noire, etc. Enfin, Oui. c'est ce thème. Quoi. Ouais. Je pense justement que c'est un peu dans le. Dis-moi si je me trompe, mais je Mm. veux pas. Moi, ce qui m'avait beaucoup attiré de ce jeu-là à la base, c'est que je connaissais un peu Warhammer, mais l'univers était Ah, immensément difficile à oui. prendre en charge, alors que justement dans ce binder, c'est très, on va dire, c'est très ramené à la base en vous permettant un peu Oui. de vous-même faire un peu ce que vous voulez dans cette ambiance-là globale. Ce serait Ouais, ça. ouais, ouais. Non, mais c'est ça, parce qu'en plus, Tinder est conçu au final comme une boîte à outils. Oui, C'est-à-dire c'est que ça. tu peux l'utiliser et te dire, bah, tiens, bah, je vais reprendre toutes les campagnes de Warhammer qui sont sorties. Mhm. C'est très facile à faire et tu as tout ce qu'il faut pour, mais tu n'es pas obligé. Et surtout, tu as cette espèce de libération. Tu n'es pas obligé de faire du Warhammer du tout. Tu n'as pas tous les archétypes strictement à respecter.
Tu as par exemple, dans Warhammer, tu as les tueurs nains. Bah non, mais là, tu peux avoir des tueurs, je sais pas, ogres, elfes, peu importe. C'est adapté. Tu adaptes vraiment à ton ressenti, ta sauce, ce que tu as envie de faire. Et même au niveau des espèces jouables, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils te disent, bah voilà, de base, c'est un jeu humano-centré, comme Warhammer, mais en fait, bah voilà, on a des outils pour changer complètement ça. Et des outils de règles, hein, c'est pas simplement une histoire de setting. Mhm. Tu as des petites règles par-ci par-là qui peuvent être très intéressantes pour développer les relations entre personnages en fonction des espèces, en fonction. Tu as plein de choses à utiliser en fait. Donc tu fais vraiment ta sauce. Tu peux jouer à The Witcher, hein. Il n'y a aucun problème. Tu as une carrière de sorceleur, hein, dans main gauche et la magie qui va avec, et l'alchimie d'ailleurs aussi. Tu peux faire un truc vraiment très plus réaliste. Avec des bandes de mercenaires, des choses comme ça, jouer dans une sorte de Venise fantasmée si tu as envie. Enfin, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux et tu es vraiment libre de faire ta sauce et de sortir un peu des habitudes. Ouais. Tout est fait, pensé pour. Parce que justement, le jeu offre, on va dire, offre tellement d'options, si on veut, de personnages, parce que je veux pas, tu sais, tu m'as envoyé justement des Ouais. notes, tu m'as envoyé des informations, puis là, je le vois, puis je t'avoue que j'ai essayé de comme le lire sans te faire une trop grosse face, parce que je suis un peu surpris, mais on parle bien de Ouais, ouais. 186 professions communes et expertes en tout. C'est ça, c'est ça. OK. Bah, alors, du coup, on joue bah, de base, on a choix entre 6 espèces, hein, alors Mhm. les classiques. Donc, tu peux être humain, elfe, nain, alphelin, ogre, et gnome. Ça, c'est la base. Tu as aussi de quoi, dans le livre de base, hein, jouer des espèces, on va dire, des espèces de base qui sont les antagonistes, quoi. Tu peux jouer les orques, des hommes bêtes, des hommes rats et des hommes lézards. C'est déjà dans le livre de base, il y a tout ce qu'il faut pour. Après, il y en a d'autres à venir. D'ailleurs, sur DriveThru, il y a une communauté qui propose aussi des espèces optionnelles, des choses comme ça. Donc, c'est très, très vaste. Mais au-delà de ça, ouais, tu as accès à presque 200 professions. Alors, ça a l'air. On pourrait penser que c'est un peu factice, que c'est une accumulation et tout, mais en fait, déjà, comme je disais tout à l'heure, c'est très inspiré historique, parce que c'est vraiment. Tu as le condottiere, le dragon, c'est vraiment des choses qui se basent sur des choses existantes, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste une accumulation de points par-ci, par-là. Chaque profession propose un trait professionnel unique, c'est-à-dire un point de règle qui n'appartient qu'à cette profession. Ce qui fait que vraiment, en gros, ton plan de carrière, quelque part, va être déterminant parce que ça va te donner forcément un atout que seul toi, tu auras. Donc, c'est pas artificiel. Il y a vraiment une réflexion intéressante et j'ai envie de dire, si on voulait même, tu pourrais faire des combos entre certains traits qui sont assez violents parfois. OK. Mais c'est intéressant, quoi. OK. Ça explique aussi pourquoi, en partie, le livre est aussi touffu, là, est aussi Oui, tout gigantesque, à parce fait. que les classes, les professions prennent une gigantesque part tout de même à l'intérieur, parce qu'elles Ah oui, oui. elles sont consistantes l'une et Oui, l'autre. Là. C'est vraiment pas uniquement de la saveur, on va dire ça comme ça. ouais, c'est ça. Ouais. Et admettons qu'on se dit, OK, là, tu me dis, OK, on sait qu'est-ce qu'on peut jouer, on sait un peu l'inspiration, on sait un peu la présentation de la gamme en soi, mais tout de même, si je ne connais pas du tout ça, je ne connais pas du tout Warhammer, ni non plus la première ou la deuxième édition, à quoi pourraient ressembler les règles de Svinder? Tiens, mettons, on Alors, jase. ouais, ouais, ouais. Alors, les règles sont assez simples. En soi, elles tiennent sur 10. Les bases des règles elles tiennent sur 10 pages. OK. Alors, 10 pages sur 170. C'est-à-dire que, tu vois, dans DCC, le bouquin, il est énorme, Oui. mais on va dire que les trois quarts, c'est des sorts. Oui. Oui. Dans Pathfinder, c'est pareil. C'est énorme, mais c'est des professions et des sorts. Et les règles, en soi, c'est pas compliqué. Il y a beaucoup d'outils après, mais donc la base, c'est un jeu de pourcentage, en fait. Tu prends un dé 100, quoi, un dé 10, un dé pourcentage. Et tu as une base, tu as des caractéristiques. Tu rajoutes des compétences, tu as plusieurs rangs de compétences, tu peux avoir jusqu'à 3 rangs qui rajoutent plus 10. Et ensuite, tu as une difficulté. Ça, c'est le maître de jeu qui va dire, bah voilà, ça, cette tâche est très difficile, qui va donner un malus de moins 30 ou jusqu'à un bonus de plus 30. Voilà, c'est carré, c'est cadré et bien explicité. Donc, c'est tout. Tu jettes ton dé 100 et si tu fais plus, tu rates. Si tu fais moins, tu réussis. C'est tout. Il y a vraiment pas grand-chose. Alors, il y a des petites subtilités intéressantes qui sont utilisées après dans tout le jeu.
Par exemple, la règle, tu vois, à Donjons et Dragons, tu as la règle de l'avantage et du désavantage. Oui. Tu jettes 2 dés et tu gardes le meilleur ou le moins bon selon la situation. Là, c'est pareil. Tu as la règle de inverser pour réussir ou pour échouer ton test. C'est-à-dire qu'en gros, tu jettes ton dé 100, mettons que tu fais 57 et que tu as 60% de chance de réussir. Si tu fais 57, tu réussis. Sauf que si tu as ce désavantage, tu dois inverser tes dés pour échouer. Ça te fait 75. Et bien là, c'est raté. C'est simple. Hein. Comme ça, tu jettes pas de dés supplémentaires, en fait. Hein. Tu inverses simplement les dizaines et les unités et tu vois ce que ça t'apporte. Donc, tu vois, c'est assez basique. Hein. Pas... Les coups critiques aussi, les résultats critiques. Si tu fais un double, je sais pas, 22, 33, 55, c'est critique. Donc, échec critique si tu as raté et réussite critique si tu as réussi. OK. Et en fait, tout le livre va utiliser ça. C'est plutôt simple. Donc, en gros, tu utilises des D10 et des D6. Les D6, tu en as de 2 types. Et ça, c'est pareil. Ils sont utilisés tout le temps. C'est assez intéressant. Tu as le D6 de fureur qui est utilisé pour faire les dégâts en combat. En gros, c'est un D6 explosif. Tu fais 6, tu relances un D6, tu accumules, etc. Et le combat est très intéressant parce que tu as plein de moyens de cumuler des D6 de fureur. Et plus tu en as, plus tu risques de faire exploser tes dés, etc., et de faire des combats très violents. Et tu as le D6 de chaos. Ça, c'est un D6 que tu jettes quand quelque chose d'aléatoire, néfaste, peut arriver. Et ça peut être utilisé à tout moment. Le MJ peut se dire, en gros, imagine, tu pénètres dans un manoir, tu n'es pas censé y être. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui traîne? Est-ce qu'il y a un domestique qui est en train de faire le ménage? Allez, on jette un D6. Si tu fais 6, il y a quelqu'un. Tu vois? Voilà, alors ce dé, il est utilisé pour plein de trucs, voilà, pour les blessures critiques, pour la magie aussi, voir si tu as des conséquences néfastes à l'utilisation de ta magie, et même dans l'exploration, le voyage, les courses-poursuites, tu as ce D6 de chaos qui va toujours venir sur un 6 te mettre des bâtons dans les roues. Okay. En gros, tu jettes entre 1 et 3 D6 de chaos en fonction de la situation et du potentiel danger. Okay. Voilà, c'est tout simple. C'est vraiment en fait, c'est vraiment plus simple dit comme ça que. Parce que, veux pas, je suis content que tu me l'expliques parce que d'un point de vue externe, tu regardes le bouquin un peu comme DCC, c'est un peu intimidant au début. Ça fait peur au début. Ça fait peur au début. Mais tout de même, là, je serais curieux de t'entendre là-dessus parce que parmi on va dire, je connais quelques personnes autour de moi qui jouent à Svaindar, beaucoup de personnes qui l'ont essayé, qui ont beaucoup apprécié ça, mais souvent les personnes, je pense que là où ils trouvent un peu plus, pas nécessairement négatif, mais un peu plus difficile justement à certaines nuances, c'est justement au niveau des combats. Vraiment, vraiment au niveau du combat, comme quoi, justement, est-ce qu'il y a des types d'actions que tu peux faire? Est-ce qu'il y a, on va dire, un niveau de plus de complexité qui embarque? À quoi ça pourrait ressembler? Alors, le combat utilise les règles de base. Hein. Oui. Il utilise le D6 de fureur, de chaos, etc. et jet de compétences. En soi, ce qui est un peu différent, ce qui est un peu intéressant, c'est qu'il y a une dimension vraiment stratégique au combat. Okay. Dans Highlander, vraiment, tu ne vas pas combattre tout le temps. Hein. Il n'y a pas 15 combats par séance parce que c'est des moments toujours assez intenses et souvent pas forcément mortels. Parce que tu vas dire, DCC, c'est mortel. Oui. Okay. Surrender, c'est pas tant mortel parce que tu as des moyens de survivre, tu as des points de fortune, tu as des points de destin, tu peux survivre. Mais surtout, le problème, c'est que tu vas te survivre dans quel état? Voilà la question dans Surrender. Surrender, le jeu, il est fait pour pour que ton personnage vive des trucs, mais très, très forts, très puissants. Donc, s'il va combattre, il ne va pas s'en sortir indemne. Et les blessures, c'est vraiment quelque chose de pareil qui travaille un certain réalisme. Voilà. Et donc, c'est très stratégique. Donc, les combats utilisent des points d'action. En gros, à chacun de son tour, un personnage a 3 points d'action à dépenser pour faire des actions. Et donc, tu as une liste d'actions d'attaque, des manœuvres périlleuses, des déplacements et des actions spéciales ou des réactions. Donc, toute cette liste, tous les personnages y ont accès. Et en fait, que ce soit les guerriers, les érudits, etc., parce que quand on part du principe, tu as envie d'essayer d'aveugler ton adversaire en lui jetant du sable à la tête, tu peux, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut essayer de renverser son adversaire, mais on est juste plus ou moins doué. Et donc, c'est plein d'options
qui vont te permettre, justement, comme je disais tout à l'heure, de cumuler un peu les D6 de fureur. Parce que voilà, si tu réussis à mettre ton adversaire à terre, tant qu'il est à terre, il prendra un D6 de fureur en plus en dégâts. OK. Vraiment. Si tu le charges en plus, tu rajoutes un D6 de fureur. Donc, si tu charges quelqu'un à terre, en tout, tu vas jeter 3 D6. Donc, ce qui donne encore plus de probabilité que ce dé soit explosif et que tu lui fasses énormément de dégâts en un coup. OK. C'est vraiment... et puis, ça favorise aussi la coopération en combat. Parce que voilà, ton allié va aveugler ton adversaire qui ne pourra pas parer après l'attaque suivante. Pendant que toi, tu le charges ou que tu le renverses. Enfin, tu vois, il faut vraiment penser ensemble, parce que si on pense seul à seul, ça peut vite mal finir pour les personnages. Et du coup, voilà, il n'y a pas de point de dégâts, tiens, c'est intéressant à dire. Enfin, non, pardon, il n'y a pas de point de vie. Voilà. OK. Contrairement à DCC, à Donjons et Dragons, etc., il n'y a pas de point de vie. Il y a des niveaux de dégâts, en fait. OK. Et il y a des niveaux de tension aussi. Parce que tu peux. Donc, ton niveau de dégâts, ça reflète ta santé. Et ta tension, ça va refléter à la fois ta fatigue, ton stress. En gros, ça peut être mental, physique, mais en gros, ton état de tension générale. Et OK. ça peut être très intéressant. Parce que plus ta tension monte, plus tu perds tes moyens et moins tu peux utiliser tes compétences. OK. Ça, c'est pas mal. Et si la tension monte trop, tu es neutralisé, tu es à terre, tu tombes dans les pommes ou quelque chose comme ça. OK. C'est intéressant. Hein. Si tu effrayes, quand tu effrayes quelqu'un, quand tu le terrorises, il prend de l'attention. Ah, mais c'est cool ça. C'est cool ça. C'est comme si c'était, on va dire, je vais faire une comparatif, mais c'est comme si tu avais ton bassin de points de vie, en quelque sorte, entre parenthèses, a été influencé autant par, justement, on va dire, les dégâts physiques, que les dégâts mentaux, que le stress, que l'angoisse, ou peu importe. Là. OK. Ouais. Ça, c'est deux facettes qui sont intéressantes parce que, après, on parle du combat là, mais pour gérer l'épouvante, l'horreur, tu as justement cette idée de tension, c'est super intéressant parce que Pathfinder, c'est vraiment, tu as tout ce qu'il faut pour faire un jeu d'horreur, hein, grâce à ces règles de tension, justement. OK. Mais du coup, il n'y a pas de point de vie, mais ton niveau de dégâts augmente jusqu'à ce que tu meurs. Hein. Et plus il augmente, plus tu risques de subir des blessures critiques. Et les blessures critiques, ça va être des trucs vraiment, voilà, ton bras cassé, ton poumon perforé. Et à Pathfinder, ça ne se soigne que très difficilement. OK. Donc, ton personnage, il risque d'avoir vraiment des séquelles à vie s'il n'est pas soigné correctement. Et puis, il est rarement soigné correctement puisque c'est assez réaliste et à part t'amputer un bras, souvent, on ne peut pas faire grand-chose. OK. Donc, il y a vraiment une couleur. Ton personnage, il va progresser, mais il va vraiment, vraiment subir. C'est très... Il va on va dire, subir c'est très... les épreuves du Ouais, temps. ouais, Là. ouais. OK. Ouais, c'est ça. OK. Puis admettons que moi, j'ai pas tant le goût de me battre avec une grosse épée, mais j'ai plus le goût de faire de la magie. Je pense qu'il y a de la magie aussi dans ce jeu-là. Il y a un concept de Il y a de la magie. magie. OK. Il y a de la magie alors c'est pas c'est pas high fantasy, donc c'est pas une magie C'est pas des boules de feu euh, sans arrêt. Là. pas vraiment, OK. non. Tu peux évidemment faire des trucs, des choses assez classiques, mais faut considérer que c'est très rare. T'as pas d'objet magique quasiment déjà. Hein. Enfin, on t'incite vraiment pas à utiliser des objets magiques, même après, ça dépend de ton setting. Hein. Mais alors la magie en soi, tu as les classiques, hein, tu as de la magie arcanique, les sorciers, etc. La magie divine, où tu as plusieurs divinités voilà, que tu vas suivre. La magie daimonique aussi. Ça, tu suis des daimons. C'est encore une comparaison, hein, c'est peut-être des patrons, comme à OK. DCC. Ça Ce se sont voit. tu vois, c'est parlant comme ça. C'est des entités, en fait, effectivement, que tu vas suivre et qui vont t'offrir des cadeaux, des dons, en échange de ton âme. Et où, en gros, tu vas perdre ton alignement initial pour prendre quelque chose qui correspond à ton daemon, en fait. Et ça va vraiment influencer complètement ton personnage. C'est assez intéressant. Donc, dans chaque type de magie, tu as en gros 10 traditions. Tu as tes 10 traditions arcaniques, 10 divinités et 10 daemons. Et les sorts sont... tu as plusieurs niveaux. Tu as une magie commune à laquelle tout le monde peut plus ou moins accéder. Puis tu as une magie mineure, majeure, supérieure, qui a des effets toujours plus dévastateurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les sorts, dans chaque sort, tu as pensé
ce qui se passe en cas des réussites critiques ou d'échecs critiques. Et à Mhm. chaque fois, ça mène à des trucs assez spectaculaires ou à la corruption. Et d'ailleurs, pour jeter un sort, donc c'est un jet de pourcentage, comme pour tout, et tu peux choisir d'essayer de baisser la difficulté de ton test pour augmenter tes chances. Pour ça, tu peux canaliser les vents ou t'adresser à une entité perdue, interdite, qui va t'aider, etc. Et pour ça, ça va améliorer tes chances, mais tu vas jeter des D6 de chaos. Et sur un 6, il va se passer quelque chose de dramatique. Ça peut être une manifestation chaotique, voilà, une sorte de contre-coup à ta magie, il peut être toujours néfaste. Ou ça peut être un châtiment divin, parce que ta divinité se rend compte que tu fais appel à d'autres entités pour t'aider, elle ne va pas forcément bien le prendre. Donc voilà, c'est dangereux de faire de la magie, mais c'est puissant. C'est OK. puissant. Très OK. intéressant la magie. OK. Puis, OK. Intéressant, intéressant. C'est le genre de choses, tu sais, de se donner un peu une idée globale parce que on mentionnait que c'était quand même très, très réaliste aussi dans son approche. Fait que je trouve ça intéressant que la magie concorde avec cette ligne de pensée-là, là, que ça demeure quelque chose. Oui. Oui, oui. Mais parce que justement, alors ça, c'est pour ceux qui veulent faire des magiciens purs, voilà, un sorcier, un vrai sorcier, un vrai prêtre, etc. D'ailleurs, on parlait des professions tout à l'heure, mais il n'y a pas un prêtre qui ressemble à un autre, parce que ni il n'y a pas un sorcier qui ressemble à un autre sorcier. C'est-à-dire que Ouais. les professions sont différentes. Si tu es astromancien, par exemple, tu as des compétences différentes et un profil de progression différent qu'un pyromancien, par exemple. Ouais. Complètement différent. Ouais. Ça, c'est intéressant. C'est un truc qui n'existait pas à Warhammer, qui a été un peu introduit dans le tome de la corruption et dans les royaumes de la sorcellerie en deuxième édition. Mais Ouais. là, c'est complètement intégré dès le début et c'est vraiment très différencié. Mais la magie, c'est pas que pour les sorciers. Tu as tout un système de rituels accessible aux communs des mortels. C'est très intéressant. C'est-à-dire que si tu trouves un rituel pour réveiller les morts, tu peux le faire. Un paysan peut se dire, je vais me venger de mon voisin, j'ai trouvé un vieux rituel sale dans une tombe, je vais le faire et je vais je sais pas, lever les Vive. morts pour ruiner son domaine. En fait, il y a tu peux appeler des démons qui peuvent te rendre service, hein, empoisonner un village, faire, je sais pas, faire Mais toutes sortes de vivre avec choses les terribles. contre-coups aussi de ce que tu as fait, parce que j'imagine Ah bah que oui, ça peut mal oui, virer oui. comme. Ah oui, c'est sûr et certain, ça. Et certains rituels, d'ailleurs, c'est intégré. Si tu le lances, il y a forcément un contre-coup. Enfin, OK. tu payes quelque chose de tout. OK. Puis, excepté, mais là, on parle magie, on parle combat, puis mettons, on aborde plus tout ce qui est l'aspect voyage, parce que veut pas, tu sais, DCC, ça le mentionne aussi dans l'ouvrage, pour prendre encore une fois l'exemple, c'est très centriste dans le sens que c'est rare que les personnes vont partir sur des longues aventures, tu sais, parce que la route est difficile, elle est Exactement. dangereuse. Est-ce que c'est un peu la même mentalité dans ce Vinder ou tu sais, on est beaucoup dans le voyage et l'aventure en soi, tu sais, pour se rendre à un point A, un point Mm. B, comment ça fonctionne? Bah, là, je dirais, Finder, c'est vraiment une boîte à outils. OK. C'est-à-dire que tu peux effectivement te dire, on va faire une campagne urbaine. C'est complètement pensé pour. Mais tu peux aussi te dire, je vais faire une campagne qui va avec du voyage. Parce que par exemple, on peut imaginer des trucs très politiques avec des armées qui se courent après, une certaine tension, arriver d'un point A à un point B avant quelqu'un d'autre, etc. C'est pensé. Donc, il y a des outils qui utilisent les règles de base pour gérer les voyages, pour gérer des courses-poursuites. Alors, courses-poursuites, ça peut être dans les ruelles, à travers d'un marché, mais ça peut être aussi à travers la campagne, comme je disais, avec deux armées. Mhm. Les règles, elles sont abstraites, mais elles s'adaptent justement à ton échelle un peu de distance, quoi. Tu as des règles d'exploration et en fait, et des règles d'interaction aussi, parce que je parlais d'une campagne urbaine. Évidemment, tu peux tout gérer avec des tests de compétences, mais tu peux développer ça avec vraiment des enjeux d'interaction sociale entre les personnages, les factions, etc. Tu as vraiment des outils qui sont pensés qui prennent en compte les motivations des personnages, leur alignement, je sais pas, leur disposition envers toi, et c'est très intéressant. Mais tu vois,
tout est, ça peut paraître un peu énorme tout ça, dire ouais, il y a des règles pour ça, des règles pour ça. Non, non, non. C'est simple parce qu'à chaque fois, ça utilise les mêmes outils. C'est-à-dire que par exemple, le D6 de chaos, il est utilisé partout. Dans les courses-poursuites comme dans le voyage, par exemple. Oui. Parce que tu es en course-poursuite, alors tu as des règles qui permettent une certaine abstraction un peu narrative. C'est intéressant parce que tu jettes des dés et en gros, tu vas raconter ce qui se passe en fonction du résultat. C'est pas, tu n'es pas là à compter les secondes. Hein, voilà. Oh, oui. Mais voilà, par exemple, tu as le D6 de chaos qui va générer des obstacles. Et c'est intéressant, des obstacles pour tous les personnages qui sont en train de courir. Voilà, alors tu jettes ton D6 et puis tu tombes sur un 6. Et ben, je sais pas, tiens, dans le livre de base, il y a un scénario avec un scénario d'initiation qui est génial d'ailleurs parce qu'il fait un peu faire tout. Hein, tu as un peu de voyage, un peu de course-poursuite, un peu d'exploration. Et tu as une course-poursuite qui est en gros un truc traditionnel lors d'un mariage où en fait, on se court après avec... les hommes courent en portant une femme sur son dos et ils sont armés de choux. Et ils doivent justement... Quoi? ouais, non, mais c'est très drôle. Et ils doivent faire le tour du petit village en premier. Et le D6 de chaos gère quoi? Gère les spectateurs qui te balancent des trucs, te Oh mon balancent des Dieu, navettes. Tu Seigneur. vois. Donc C'est tellement bon. c'est cocasse, c'est assez marrant. Et, Oui. tu vois, ça, c'est un exemple. Alors, c'est vraiment un exemple pour une initiation. Oui. Mais évidemment, ça peut être des choses beaucoup plus graves, hein, tu vois, que de se Oui. prendre un navet dans la figure. Mais du Mais coup, c'est utilisé dans ça, c'est utilisé dans le voyage. Hein. Dans le voyage, pareil, ça gère les rencontres aléatoires, en fait. Tu avais des tables de rencontres dans Donjons et Dragons. Voilà, c'est géré aussi avec le D6 de chaos, tout simplement. OK. Et tu Puis as des justement, tables aléatoires en fin de compte. ouais. Pardon. Puis c'est pour faire référence un peu à ce que tu viens de parler de la course puis de lançage de choux puis de navets, là. Euh, ça fait partie aussi un peu de la saveur particulière de Zwinder parce que je t'avouerais que je pense que c'est une des choses qui m'avait le plus surpris quand j'ai commencé à le lire, c'est que c'était drôle comme livre. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, tout à fait. La saveur de Zweihander, ouais, c'est alors déjà l'humour, ouais, on peut parler de l'humour, il y Ben a oui. plein de références tout le temps dans Zweihander. Il y a des clins d'œil à la pop culture, déjà. Hein, tu peux trouver des illustrations qui font penser à des films bien connus ou des personnages bien connus. Tu as une illustration, en fait, par exemple, tu as un peintre à un moment, c'est John Blanche, donc il faut connaître. Tu as des références même à Star Wars, mais c'est tellement masqué et tout, des références à des chansons, des titres de films, des titres de bouquins. Alors c'est marrant. Déjà à lire, c'est vraiment, tu te rends compte, ils sont gonflés quand même d'avoir fait ça dans le bouquin et tout. Et dis-toi qu'à traduire, ça a été quand même très compliqué. Hein. Parce que parfois, tu as des titres de films, mais comment tu les traduis quand ils ne le sont pas en français? Hein. Alors donc on trouve des Ah, références et tout. C'est pas facile. Hein. Mais ben ça a été oui. très drôle à traduire. Très drôle, vraiment. Ben Donc, oui. alors ouais, et l'humour, alors parce que déjà, tu as l'humour un peu, c'est un bouquin sombre, ok, c'est un jeu sombre, tu joues des trucs terribles, mais en même temps, tu as un humour noir omniprésent en fait. Et ça, c'est assez sympathique. Et d'ailleurs, l'humour, il transparaît pas mal dans les illustrations, parce que je sais pas si tu as vu l'illustrateur, là, Dejan Ouais. Mandic, qui est, c'est stupéfiant ce qu'il fait, c'est Ah oui, c'est un super maître beau. du noir et blanc, c'est assez incroyable. Tu vois. Et il y a plein de petites choses amusantes dans ces dessins. Il y a plein de clins d'œil. Et puis, voilà, ça fait tout un charme. Et puis, Oui. bon, Tsinder, je dirais, la saveur, c'est aussi un peu toutes ces références un peu historiques, tu vois. C'est, dans Donjons et Dragons, tu as l'habitude d'acheter une épée courte, une épée longue, une lance. Bon. Là, non, 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 ça n'existe pas, tout simplement. Tu vas manier donc une Sweihander, pas une épée à deux mains, ou Mhm. un espadon, par exemple, une arbalète à levier, une arbalète à craquenin. C'est des trucs vraiment très recherchés sur l'histoire, en gros, période médiévale Renaissance, peut-être plus Renaissance d'ailleurs. Au niveau des épées, il y a on a fait des gros débats hein, pendant la traduction. Pour vrai? Oui, parce que tu vois, par exemple, la Mortuary Sword. Alors, OK. c'est une épée typique, tu vois, c'est une épée avec une garde en panier. Oui. Voilà.
Et il n'y a pas vraiment de traduction française parce que c'est une épée qui n'existait pas en France, enfin, qui n'avait pas de terme en France. Il en existe d'autres. Par exemple, en Italie, il y a une arme très proche qui s'appelle la Schiavone. Mais tu vois, tout ça, c'est vraiment sourcé. C'est très basé sur ce qui a pu exister. Donc, c'est très intéressant. Les remèdes, c'est pareil. Hein, ils utilisent alors, il y a des sels de pamoison, du laudanum, du vif-argent, de l'eau régale. C'est très sympathique, en fait, très agréable à lire parce que tu te dis, t'as pas une potion de soin. Hein. Non, non, tu vas te soigner en prenant des sels de pamoison, justement, une teinture de quelque chose. Et Il y a vraiment un souci du détail assez incroyable. Ouais, voilà, c'est ça. Un souci Okay. du détail et te donner un sentiment d'un peu de réalisme, tu vois, de Ouais. dire. Ouais. Donc, Mais ça participe un peu à la saveur. C'est cool. ouais. Je t'avoue que c'est une des choses qui m'avait le plus, on va dire, charmé aussi dans ce que je lisais de l'ouvrage, c'était tout l'aspect. C'est comme tu l'as mentionné si bien, c'est que c'est une gigantesque boîte à outils, puis tu prends un peu ce que tu veux pour faire un peu ce que tu veux, parce que oui, ça a l'air intimidant, c'est gigantesque, sauf qu'au final, il n'y a pas grand-chose là-dedans qui est obligatoire non plus. Non. Non, Fait non, que non. ça demeure vraiment à toi de voir comment est-ce que tu veux faire ton vendeur. Puis pour ça, ben, Bah, moi, c'est ça, c'est ça. c'est vraiment gagnant. Et là, mettons, là, tu vois, on parle de plein de choses, on mentionne plein d'affaires, mais ça demeure que l'important ici, présentement, dans notre échange, c'est qu'il y a une campagne de sociofinancement pour la version francophone de ce vendeur pour que les Exactement. Français, les personnes de nationalité, peu importe qui parle français, que ce soit au Québec ou justement en Europe, puissent avoir accès à cette merveilleuse gamme dans la langue de Molière. Et j'aimerais ça que tu me dises un peu, est-ce qu'il y a des choses spécifiques à la gamme française? Est-ce que c'est une Ah, traduction livre pour livre? Est-ce qu'il y a d'autres choses vraiment précises pour vous? Comment est-ce que ça se passe? alors, du coup, on a parlé un peu de la gamme tout à l'heure. Oui. Et donc, je disais que le cœur de la gamme Zweihänder pure, actuellement, c'est donc le livre de base et main gauche. Les Flames of Freedom, c'est autre chose, c'est un standalone, tu vois. Et du coup, là, nous, ce qu'on propose, c'est on propose le cœur de la gamme entier. Pas juste le livre de base, donc on va proposer à la fois main gauche Oui. et Zweihänder. Les deux directement, parce que ça n'aurait pas de sens de faire séparément. On Ouais. se dit, bah, tant qu'à faire comme ça, les gens auront la gamme complète déjà de ce qui est sorti pour Zweihänder en français. Et après, du coup, quand le starter kit sortira pour de vrai, on pourra le traduire. Et d'ailleurs, il y a une campagne qui va sortir en novembre pour Zweihänder. Dès que ça sort, on va lire ça attentivement, évidemment. Mais du coup, voilà, on va faire un suivi, mais déjà, on sort l'essentiel de la gamme. Après, on a des petites spécificités. Alors, ouais, tu disais, ouais, on sort livre pour livre. Oui, Mm-hmm. mais ce qui est intéressant aussi, c'est que je suis sur le Discord de Zweihänder et je discute régulièrement avec Daniel Fox, l'auteur, et Adam Rose. Donc, dès qu'il y a des points un peu litigieux, ou des questions sur les règles, etc., j'ai forcément systématiquement interrogé l'auteur pour que la version française soit la plus nickel possible. Tu vois, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que tout soit bien clair. Voilà, donc ça c'est important, je pense à dire. Et oui, on va proposer des choses inédites. Parce qu'en VO, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'écran. Il y a un écran actuellement qui est en print on demand. C'est pas mal, hein. Mais du coup, voilà, il faut le faire imprimer, Ben oui, glisser dans un oui. truc, etc. Et nous, on va en faire un vrai en dur. Et en plus de ça, on travaille avec l'illustrateur de Zweihänder, Dejan Mondi, qui a déjà fait, hein, c'est fait. Il a fait l'illustration de l'écran. Franchement, elle est super réussie. Donc, on a choisi de faire un écran en 3 volets, format paysage, tu vois, A4, 3 x A4 format paysage. Donc, c'est une scène typique où tu as de tout. Tu as un petit peu d'humour aussi dans cette scène, c'est assez sympa. Donc, ça, c'est exclusif à la version française. Et on va proposer des couvertures alternatives pour les livres, pareil, de Desjardins, qui vont être en noir et blanc. Avec son style inimitable. Il travaille là actuellement dessus, il a bientôt fini. Donc ça c'est notre petite spécificité. Ce sera exclusif à la France. Donc, les amateurs, les collectionneurs, je pense, apprécieront pas mal parce que ça envoie du lourd, je trouve. Enfin, moi, j'adore, perso. Et je sais qu'il y a d'autres amateurs qui regarderont certainement cette vidéo. Ben Alors oui, c'est sinon, sûr.
Voilà, j'espère en tout cas. Sinon, alors on va proposer les jetons. Il y a un système de jetons de fortune et d'infortune, hein, qui permettent de relancer les dés, etc. Pareil, ils ont été dessinés par des gens, mais ils existent en VO et ils ont été proposés pour le starter kit. Mais nous, on le propose du coup dès maintenant et c'est fabriqué par Campaign Coins. Ils travaillent beaucoup pour les trucs de jeux de rôle. Ils ont fait des pièces pour Torchbearer, par exemple, récemment. Enfin, ils font des trucs très, très qualitatifs, c'est superbe. Et on a des dés, un set de dés spécifique. Alors, tu n'as pas besoin forcément t'as pas besoin de dés spéciaux pour Twilighter. Hein. Mais ce qui est un peu atypique dans Twilighter, c'est qu'en gros, tu as besoin de D10 et de D6. Tu n'as pas besoin d'un set de Donjons et Dragons, par exemple. Donc, nous, on propose un set avec 3 D10, 3 D6 et un dé de pourcentage. Donc, il y aura 7 dés. Et ce qui est sympa, c'est que les D6, sur le 6, comme c'est les dés de fureur ou de chaos, c'est qu'il se passe toujours quelque chose sur le 6. On a fait un petit logo sympa avec une tête de mort, un pentacle, un truc... voilà, un truc un peu ambiance, on va dire. OK. Très cool, très cool. Ça fait quand même du beau stock qui va être accessible durant la campagne. Et j'imagine que les personnes, justement, vont pouvoir avoir accès à différents niveaux de paliers de participation selon leurs préférences et tout ça. Puis aussi la possibilité d'avoir peut-être, j'imagine, je pose la question, là, mais d'avoir la possibilité d'avoir accès aux ouvrages en version digitale également. Oui, bien sûr. OK. Okay. Oui, on avait fait ça pour DCC. Oui, on fait ça pour Twilighter aussi, évidemment. Okay. Et donc, oui, il y aura des paliers du digital, hein, des PDF. Il y aura les paliers physiques, voilà, la totale, alternative, couverture originale, etc. Et bien sûr, pour les personnes qui nous écoutent et qui viennent de la belle province, je vous rappelle que Achilleos est distribué dans le continent nord-américain. Donc, les ouvrages vont être accessibles pour nous également, chose qui n'arrive pas tout le temps. Lorsqu'on regarde. C'est important à souligner. Oui, c'est important à souligner. C'est vraiment important parce que je pense que ça vaut vraiment la peine lorsqu'on est capable de mettre la main sur des jeux en langue française, eh bien, c'est important de le mentionner et de le faire valoir aussi également. Écoute, je pense, Guillaume, ça fait quand même un bon survol de l'ensemble de l'œuvre. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup d'être venu. Non, merci à toi. Ben écoute, ça me fait vraiment plaisir. Pour de vrai, moi, je suis content parce que tu l'as très bien présenté, tu as vraiment très bien expliqué. Je parle autant de la profondeur du jeu, mais aussi ses spécificités et que ce n'est pas seulement, on va dire, une version calquée c'est pas un cal de Warhammer, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment, vraiment pas ça. C'est quelque chose d'autre, quelque chose de bien unique qui est, selon au moment où vous écoutez cette vidéo, soit présentement en campagne de sous-financement pour Achilleos. Sur quelle plateforme, dis-moi? Sur Game on Tabletop. Game on Tabletop, ou ça va être aussi très bientôt, si jamais vous l'écoutez en avance, cette vidéo, on ne sait pas trop encore, c'est un peu flou, ça demeure à préciser, mais c'est sûr et certain, restez dans le fond vos notifications à on, parce que c'est sûr et certain que moi, je vais continuer à en parler, je vais continuer à pousser, à le faire valoir et à démontrer aussi la richesse de cette boîte qui peut Achilleos, qui réussit à traduire des choses qui sont massives et gigantesques, et des talents de ses traducteurs comme Guillaume, qui a fait un travail exemplaire pour justement DCC et qui, je suis persuadé, fera la même chose pour Zweihänder. Encore une fois, Guillaume, merci beaucoup d'être venu. Merci aux personnes qui ont écouté cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez le mettre en commentaire sous la vidéo. Je suis sûr et certain que Guillaume va aller voir, parce qu'il va être curieux d'aller voir les commentaires et il va pouvoir vous répondre si jamais il y a des questionnements, interrogations concernant la gamme, concernant certaines précisions. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et pour les autres, je vous encourage de liker, partager, commenter, laisser un petit pouce vers le haut et on se dit à la prochaine. Au revoir. Au revoir à tous.